Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma conception de la gestion en urgence des affections du membre supérieur. Ces affections regroupent essentiellement le grand chapitre de l'épaule douloureuse, aiguë, qui sont constituées bien sûr des fractures des os de l'épaule et de la coiffe, mais également, par extension, de l'ensemble des traumatismes, essentiellement fracture et luxation, du bras, du coude et de l'avant-bras, les affections traumatiques du poignet, de la main et des enfants étant exclues. Alors, concernant l'épaule douloureuse, qui comme on l'a dit regroupe les fractures et la pathologie inaugurale de la coiffe, la première question qu'il faut se poser dans l'arbre décisionnel et d'investigation clinique et imagérique est s'il existe ou non une notion traumatique. C'est fondamental et c'est facile à déterminer évidemment. Dans tous les cas qu'il existe ou non une notion traumatique, les radiographies sont obligatoires. Alors, aux urgences, l'accès est facile. En pratique de ville, la radiologie généralement est accessible pour une radio simple. Il suffit de téléphoner et la plupart du temps, les cabinets de radiologie arrivent à caser en urgence un bilan radiographique. Retenons l'origine traumatique dans un premier cas, chapitre. Second chapitre, l'origine non traumatique. Concernant, vous avez retrouvé les traumatismes. On a donc retrouvé à l'interrogatoire notion traumatique, c'est clairement rapporté par les gens. Attention aux mouvements très violents, qui peuvent aussi être des traumatismes moins évidents, notamment en pathologie professionnelle, en accident de travail. Vous faites votre bilan radiographique, examen clinique quand même, bilan radiographique, et vous allez vous orienter automatiquement sur les grâce aux radios vers les luxations et fractures, ou en cas de radio négative, vers probablement une coiffe post-traumatique. Si vous retenez une étiologie de luxation de fracture, assez rapidement, la plupart du temps, mis à part quelques exceptions, une fracture de clavicule peu déplacée, il faut faire un scanner. Alors aux urgences, c'est un accès rapide. Pour un praticien de ville, c'est déjà plus compliqué et le scanner peut ne pas pouvoir s'effectuer en cabinet de radiologie, comme ça, en urgence, à l'emporte-pièce. Vous êtes alors dans une situation où le praticien de ville doit orienter le patient vers les urgences s'il ressent le besoin de faire un scanner. Bien sûr, pour les coiffes post-traumatiques, j'avais oublié de le mentionner, ce n'est pas le scanner qui est utile, c'est le bilan échographique. Ou là aussi, en urgence, au sein d'un NUPATU par exemple, l'accès facile, pour le praticien de ville, un peu moins. Examinons maintenant les fractures et luxations au niveau de l'épaule. L'évaluation concerne en fait les points douloureux. On commence par les luxations qui siègent autour de la clavicule, et on passera ensuite aux luxations glénomérales ou scapulo-humérales, beaucoup plus évidentes. Concernant les luxations périclaviculaires, on pourrait dire, soit vous avez une douleur sternocostoclaviculaire, la luxation se trouve à ce niveau, c'est logique, près du manubrion sternal, soit vous avez une douleur acromioclaviculaire à la palpation, et la luxation où le problème siège au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. On a encore beaucoup d'errements en diagnostic qu'on ne devrait pas voir. C'est assez simple. La luxation sternocostoclaviculaire est un peu atypique. Vous avez des formes antérieures, spectaculaires. Le patient, généralement, est très inquiété parce que c'est une voussure très visible, inesthétique. Son traitement est la plupart du temps fonctionnel, indication chirurgicale est exceptionnelle. En revanche, la luxation sternocostoclaviculaire dans sa forme postérieure est moins visible, très douloureuse. Si vous la soupçonnez, un scanner est nécessaire pour évaluer son degré de déplacement et l'avis chirurgical thoracique étant généralement indispensable. Nous pouvons avoir une menace
des gros troncs veineux, veine cave supérieure, au-dessus du cœur. La douleur est acromoclaviculaire. Vous vous orientez donc vers ce qu'on appelle les disjonctions acromoclaviculaires. Ce sont des affections qui ont été décrites depuis longtemps. Elles bénéficient, si on peut dire, de multiples cadres nosologiques avec des classifications en tout genre, très souvent destinées aux différentes indications chirurgicales. Ce qu'il faut retenir en pratique d'urgence, c'est les 3 stades: l'entorse, la subluxation et la luxation. Les stades 4, 5 ou je ne sais pas combien, c'est toujours des luxations mais avec des lésions associées plus ou moins importantes. Globalement, l'entorse, comme dans toutes les entorses, acromoclaviculaire, est définie par une absence de perte de rapports anatomiques de l'articulation acromoclaviculaire. C'est la petite image en haut à gauche. La subluxation ou disjonction acromoclaviculaire stade 2, c'est une perte partielle. Et la disjonction acromoclaviculaire stade 3 ou luxation est une perte complète. L'entorse acromoclaviculaire peut aisément être traitée médicalement, enfin un traitement fonctionnel. L'écharpe, l'attelle est souvent utile pour calmer la douleur. Les anti-inflammatoires. La douleur peut être considérable. Elle irradie vers le rachis cervical et est vécue comme assez pénible. Il ne faut pas annoncer un degré de guérison très rapide. Elle peut céder un peu au bout d'1 à 2 semaines, mais reste prégnante et souvent 2 mois, voire plus, alors que son potentiel de sa guérison est en fait anatomiquement généralement obtenue à 6 semaines. Elle peut faire mal assez longtemps et il faut, disons, prévenir le patient, c'est quand même bon. Concernant les luxations ou subluxations, la tendance est de plus en plus chirurgicale. Elle sera l'indication opératoire et fonction de tolérance clinique, mais aussi des projets, on va dire, ou des ambitions sportives ou professionnelles du patient. On est de plus en plus assez chirurgical. Il y a 2 options dans le traitement chirurgical de ces formes, surtout les luxations, soit le geste chirurgical urgent, soit une ligamentoplastie, technique chirurgicale qui peut se réaliser à long terme. Comment ça se passe sur le plan anatomique? Il faut savoir que le trait lésionnel va passer à la fois autour de la clavicule distale, donc à la fois dans la capsule articulaire acromoclaviculaire, c'est la première flèche rouge verticale, et dans le ligament trapézoïde et conoïde qui réunit l'apophyse coracoïde à la clavicule. Si les 2 moyens d'union cèdent, nous avons une luxation acromoclaviculaire avec cette fameuse touche de piano classique et reconnaissable cliniquement qui se produit sous l'effet de l'attraction permanente du muscle sternocleidomastoïdien. La vie est chirurgicale, on l'a dit, c'est mieux. On a possibilité de suturer chirurgicalement le ligament trapézoïde et conoïde ainsi que la capsule articulaire, parfois sous arthroscopie, exercice assez intéressant, assez difficile, mais on n'a pas un délai très important. Il faut bien réaliser qu'une semaine c'est déjà beaucoup, et dans la 2e semaine, vous ne suturez plus rien du tout, les structures se rétractent et le sang s'organise en coagulum impossible à traiter sur le plan chirurgical. Personnellement, je préfère de loin laisser le temps aux gens, laisser s'organiser, il n'y a pas d'urgence, et effectuer à 1 semaine, 1 mois, voire 1 an, la ligamentoplastie de l'épaule. Une technique sûre qui, principe, est de détourner, c'est le terme ligamentoplastie, le ligament acromoclaviculaire qui est toujours sain et qui n'est jamais concerné dans la luxation acromoclaviculaire. Voilà pour quelques détails de techniques chirurgicales qui peuvent être annoncées aux patients, mais on aime bien voir, on verra d'ailleurs, comment pathologie claviculaire, la pathologie acromoclaviculaire gagne à avoir un avis chirurgical. Qu'en est-il maintenant de l'autre grand chapitre de luxation de l'épaule, qui est la luxation scapulo-humérale ou dite gléno-humérale? Il y a des formes antérieures et des formes postérieures, et des luxations fractures. Dans les formes antérieures, on a un distinguo à faire entre le premier épisode, la luxation antérieure inaugurale. Le patient n'a jamais eu de luxation à l'interrogatoire. L'attitude ne sera pas la même que dans la énième luxation antérieure, d'une luxation antérieure récidivante, donc chez un patient dont ce n'est pas le premier épisode. Concernant les luxations scapulo-humérales antérieures, dites inaugurales, c'est le premier épisode, il faut réduire, plus ou moins facile.
Dans un contexte du patou, d'urgence, bien équipé, on s'aide d'un masque qui relâche l'organisme avec un produit adapté ou parfois sans ce masque. Une fois la réduction obtenue, il faut globalement évaluer plusieurs choses. D'abord, le caractère instable ou non de la réduction. Il faut savoir que sur votre radio, si vous avez une fracture de... Alors, vous faites une radio généralement post-réductionnelle, on obtient la belle image, tout est en place, mais il faut savoir que si la fracture de la glène est supérieure à un tiers de son diamètre et que l'encoche de Malgaigne est également supérieure à un quart de son diamètre, qu'on aura affaire à des lésions osseuses considérables qui vont engendrer une probable instabilité potentielle future de cette épaule. Un avis chirurgical sera nécessaire, même dans un contexte donc de luxation inaugurale. D'autant plus qu'il s'agit d'un patient sportif ou d'un patient amené à travailler manuellement, travailleur physique. Deuxième évaluation importante, y a-t-il douleur? Si vous réduisez une luxation et que le patient, dans son attelle, continue à avoir mal, et que la luxation est en place, bien entendu, il faut vérifier qu'elle soit bien en place, eh bien, c'est que le patient a probablement un traumatisme de la coiffe associé. Si la tête humérale, quand elle part en avant, on le verra dans la diapo suivante, sur l'anatomie, au niveau anatomique, on a une extrusion de la tête de 4 cm qui s'effectue vers l'avant. La coiffe ne suit pas toujours. Or, une coiffe qui vieillit, déjà vers 45 ans, est une coiffe moins élastique et susceptible de se déchirer. Il faut prendre en compte. Beaucoup de coiffes traumatiques sont liées à une luxation. Deuxième élément, il faut quand même évaluer le nerf axillaire. L'examen neurologique de la moignon de l'épaule est nécessaire. Une hypoanesthésie ou une absence de contraction de deltoïde traduit une blessure par neurapraxie, donc traction sur le nerf axillaire durant l'accident. Une évaluation EMG sera nécessaire au-delà de la 3e semaine. Concernant l'immobilisation, bien, elle est très fonction de l'âge. Plus le patient est jeune, plus l'élastine est important au sein de la structure ligamentaire, et plus l'immobilisation doit être longue. À 15 ans, on peut avoir une immobilisation de 5 à 6 semaines. Vers 18 ans, c'est 4 semaines. Mais après 50 ans, on descend à 2 semaines. L'enraidissement étant très important, la réduction sera vite stabilisée, mais on risque une raideur. Dans tous les cas, d'autant plus qu'on prend de l'âge, peut-être pas chez l'enfant, mais l'adolescent, mais plus on prend de l'âge, plus la kiné est utile pour récupérer la mobilité et semble être un élément protecteur des luxations ultérieures possibles, c'est-à-dire de l'évolution vers la chronicisation en instabilité récidivante. Petite mention importante, si vous voyez arriver aux urgences une luxation sur une butée d'épaule, on n'insiste pas, même avec les gaz utilisés couramment, il faut passer à l'anesthésie loco-régionale ou l'anesthésie générale, et donc avoir le recours de l'anesthésiste pour obtenir la réduction. Un petit mot maintenant sur les luxations antérieures scapulo-humérales mais récidivantes. Fondamental de comprendre qu'il n'y a pas de traitement par la rééducation et on en voit encore beaucoup trop souvent. Dans la position de l'armée du bras où se produit la luxation antérieure récidivante, vous n'avez pas de structure musculaire capable d'empêcher l'extrusion de la tête humérale vers l'avant. Il n'y a que la capsule articulaire, précisément, cette structure qui est défaillante. En effet, si on regarde l'image, le dessin de gauche, les 3 dessins de gauche, vous avez une capsule normale en haut avec sa structure ligamentaire antérieure en bleu. Dans la luxation, il se produit sur ce dessin, j'ai fait figurer qu'une encoche de Malgaigne, on aurait aussi pu avoir une fracture du rebord inférieur de la glène ou l'autre cas de figure. Vous avez une rupture, distension obligatoire du plan capsulaire antérieur. Les ligaments sont abîmés, rompus, distendus. C'est ce qui permet, en cas d'absence d'immobilisation, en fait, la récidive de luxation. Il n'y a donc pas d'immobilisation non plus à proposer après la énième récidive de luxation. La luxation récidivante est toujours chirurgicale. C'est une obligation. Que l'on réalise une butée d'épaule ou une réparation ligamentaire de type Bankart, peu importe, elle est à stabiliser chirurgicalement. Très différentes sont les luxations scapulo-humérales postérieures inaugurales. Il n'y aura pas de chapitre, il n'y aura pas d'évocation des luxations scapulo-humérales postérieures récidivantes. Il s'agit d'un phénomène exceptionnel, voire inexistant.
ce qui est différent des subluxations, c'est-à-dire de l'instabilité postérieure, qui ne fait pas partie d'un chapitre relevant des urgences. Je vais donc me limiter à parler des luxations scapulomérales postérieures inaugurales. Le patient arrive aux urgences, il a mal à l'épaule, elle paraît impossible à mobiliser, et chose assez curieuse, il est plutôt bloqué, coude au corps, en rotation presque neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas la main sur le ventre, il est plutôt main décollée du ventre. L'épaule semble bloquée dans cette rotation neutre. Le diagnostic cependant est assez difficile, les anciennes incidences de Bloom et Obata réalisées en simple radiologie les montrent, mais là encore une fois, on ne sait pas trop, vous avez une épaule douloureuse qui ne bouge pas, c'est pas évident, un scanner, et on verra très bien la luxation postérieure. Le contexte est assez éloquent, deux grands contextes. Des contextes de décharge électrique, entre guillemets, globale, comme dans l'épilepsie généralisée ou dans une électrocution, provoquent une stimulation très puissante des muscles rotateurs internes, plus puissants que les rotateurs externes. Et on peut avoir même une luxation postérieure bilatérale dans ce cas-là. Plus classiquement et prosaïquement, les sports de combat, le ski, le VTT, toutes les chutes à grande vitesse. Pourquoi? Parce que vous avez le réflexe de protection qui consiste à lever le coude à 90 degrés d'élévation antérieure et de mettre l'avant-bras et la main devant le visage. Cette position classique de parage de cou expose, en cas de choc violent sur le coude, à une luxation postérieure. Ce contexte est très important. L'anamnèse et le contexte traumatique, c'est fondamental pour orienter le diagnostic. Encore une fois, pas seulement ici, dans toute l'urgence traumatique. L'avis chirurgical doit toujours être pris. Bon, bien entendu, dans une rotation externe bloquée, d'une luxation assez bien supportée, l'avis chirurgical est nécessaire, il n'est pas forcément urgent, mais il faut quand même pas que ça traîne. Il faut que le patient puisse avoir accès au chirurgien dans les jours à venir, et une réduction et stabilisation sous arthroscopie généralement nécessaire. Si l'épaule est douloureuse, ben, l'avis est beaucoup plus urgent et il faut réduire au plus vite, généralement chirurgicalement, ces luxations postérieures inaugurales. Troisième point sur les traumatismes de l'épaule, les luxations fractures scapulo-humérales. Alors elles sont beaucoup plus spectaculaires, la radio suffit au diagnostic, les douleurs sont conséquentes, les troubles vasculo-nerveux ne sont pas rares, et un échodoppler peut être nécessaire en cas de doute. Il faut l'avoir assez facile, cet échodoppler, tout comme le scanner d'ailleurs, pour évaluer l'importance des déplacements de fragments. L'avis chirurgical est urgent. Là encore, j'aurais tendance à dire, attention, en tant qu'urgentiste, si vous acceptez ce genre de lésion, soyez sûr, assurez-vous tout de même que, disons, la disponibilité chirurgicale dans votre établissement va suivre, parce qu'on ne peut pas attendre beaucoup de temps, c'est des choses qui se traitent dans la journée, si, éventuellement le lendemain, mais c'est plutôt une vraie urgence. On continue maintenant avec des fractures un peu plus simples, plus courantes, en termes de traumatisme de l'épaule, qui sont les fractures de l'humérus proximal, donc sans luxation. Alors elles siègent soit au niveau des tuberosités, elles sont parcellaires, le col chirurgical, le col anatomique plus rare, ou alors multiples. L'importance du déplacement est considérable. Là aussi, seul le scanner va l'évaluer. C'est un peu la fracture déplacée va aller vers le chirurgien, la fracture non déplacée, non. C'est surtout vrai pour les tuberosités et col chirurgical. Fracture de personnes âgées parfois, avec de l'ostéoporose manifeste, c'est un peu la fracture du membre supérieur du col du fémur, avec nettement moins de gravité. En cas de déplacement faible, surtout le trochitaire, une immobilisation de 2 à 4 semaines suffit, et de la kiné ensuite. Alors 2 semaines pour les gens qui sont dans le 3e âge, 4 semaines pour les gens plus jeunes, grosso modo, c'est un peu le même raisonnement que pour les luxations. Attention à l'enraidissement. Ces fractures peuvent déplacer consolident toujours et s'enraidissent toujours, donc il faut avoir la kiné facile, souvent prolongée, 2 mois. Il ne faut pas attendre d'une radio de contrôle que l'on vous dise fracture consolidée pour débuter la kinésithérapie. Ça sera catastrophique en termes de raideur. Si le déplacement est tant soit peu important, notamment au niveau du trochitaire, se méfier aussi des déplacements du trochin, de la petite tuberosité. Il s'agit souvent de l'équivalent d'une rupture des insertions du sous-scapulaire. Donc dans les forts déplacements, avis chirurgical. De toute manière, globalement, dans toute fracture de l'humérus proximal, si vous n'êtes pas sûr de vous, avis chirurgical.
Qu'en est-il des fractures de la clavicule? Elles sont extrêmement fréquentes, elles ont beaucoup évolué dans leur prise en charge de manière progressive. Si on doit les décrire, on a les fractures du tiers latéral, du tiers médian et du tiers proximal. Les plus fréquentes sont celles du tiers médian. Elles sont souvent peu déplacées et peuvent être traitées par une attelle. Alors là, c'est le problème des anneaux claviculaires. On sait que ces anneaux claviculaires sont de rigueur. On sait aussi, on verra dans la diapo suivante, qu'elles méritent bien des commentaires. Une attelle coude au corps peut très bien donner un bon résultat également. Et la consolidation va se faire en 4 à 5 semaines. Avec des nuances, on verra dans la diapo suivante. Dans tous les autres cas, il faut un avis chirurgical. Le fracture déplacée du tiers médian assez fréquente doit bénéficier d'un avis chirurgical. Aujourd'hui, il n'est plus guère supporté, dans l'évolution des choses et de la tolérance sans cesse décroissante aux différentes pathologies imprévues de la part de la population, d'avoir des forts déplacements de clavicule avec une véritable pointe, un triangle osseux qui apparaît sous la peau. C'est même consolidé, c'est plus tellement supporté et c'est franchement, il faut l'avouer, assez gênant. Les fractures déplacées du tiers moyen doivent avoir un avis chirurgical, les fractures du tiers latéral toujours, les fractures du tiers proximal toujours. Le tiers latéral, parce que les fractures sont souvent associées à un problème le délitement acromioclaviculaire, et le tiers proximal en raison du risque vasculo-nerveux. Donc globalement, l'avis chirurgical est de règle, sauf si la fracture du tiers moyen est peu déplacée. Quels sont les points clés concernant les fractures de clavicule qui font évoluer, qui ont fait évoluer l'indication opératoire de manière globale? Il faut savoir qu'il y a encore 10 ans, et surtout il y a 20 ans ou 30, nos patrons auraient poussé des hauts cris en parlant de chirurgie de la clavicule, ça devait être exceptionnel. La clavicule était était traitée fonctionnellement, avec les anneaux claviculaires bien serrés, ce qui provoquait généralement une très mauvaise tolérance, des doigts qui gonflent, des gens qui ne les supportaient plus et qui n'observaient pas cette thérapeutie. Il faut bien être réaliste. En fait, la valeur des ostéosynthèses sans cesse croissante, on a des plaques aujourd'hui très anatomiques qui s'épousent bien la clavicule, présence du titane. Les risques aussi élevés de toute chirurgie de pseudarthrose claviculaire en termes de risque vasculo-nerveux. La mauvaise tolérance des calvicieuses, ce que je venais de dire, la véritable pointe osseuse sous la peau. La mauvaise tolérance aussi du traitement par anneau, les risques de phlébite du membre supérieur bien sous-estimés. Et des guérisons, des consolidations qui sont bien supérieures aux 3-4 semaines annoncées, souvent supérieures à 6 semaines, c'est pas rare, font qu'on est de plus en plus chirurgicaux. A noter aussi que les fractures bilatérales ou associées à une côte, la première côte, sont toujours chirurgicales, et qu'il faut bien avoir en tête que même si on évolue parfois vers une mauvaise consolidation, elle intervient souvent, et surtout elle intervient vite. C'est-à-dire qu'on a déjà, au bout de 2 semaines, une prise du cal considérable, et qu'un traitement chirurgical au-delà de la 2e semaine nécessite souvent déjà de casser, de peler la clavicule, ce qui en termes de récupération et de consolidation osseuse n'est pas une bonne chose. Donc il faut essayer de prendre en charge ces fractures de clavicule dans les 2 semaines. La première étant encore meilleure, étant idéale, on va dire. Voilà pour les clavicules. Maintenant, pour le restant de la scapula, il s'agit de fractures beaucoup plus rares. Il faut distinguer celles qui touchent au-delà, à gauche du trait rouge, eh bien l'acromion, l'apophyse coracoïde, la glène, le col, le pili, l'omoplate, qui peuvent éventuellement être chirurgicales, à évaluer en fonction des déplacements. Il faut un scanner et un avis chirurgical. Et la fracture du corps de l'omoplate, qui ne nécessite pas d'avis chirurgical, qui vont consolider toutes seules, vu l'ambiance musculaire. Voilà, on a passé en revue l'ensemble des étiologies traumatiques à radiopositive, c'est-à-dire luxation et fracture de l'épaule. Observons maintenant les étiologies après post-traumatiques qui ne vous montrent rien à la radio, qui font donc suspecter une atteinte de la coiffe, chose qu'il ne faut jamais oublier d'envisager. La première question qu'il faut se poser, est-ce bien l'épaule? Vous avez une douleur, une impotence fonctionnelle, comme sur ce dessin, mais est-ce que c'est l'épaule? Ou est-ce que c'est une pathologie névralgique cévico-brachiale, intéressant essentiellement la branche antérieure du nerf achillien C5? Alors le distinguo se fait cliniquement et à l'interrogatoire éventuellement. Un accident de la voie publique, c'est plutôt la rachis cervicale quand même, en termes de voiture. Un accident de la voie publique qui serait en 2 roues, ça peut être très bien l'épaule quand même. Alors,
les points douloureux des épineuses, la mobilité cervicale diminuée, l'hypoesthésie du moyen de l'épaule, a fortiori une paralysie deltoïde, on est plutôt à éliminer une névralgie cervico-brachiale. Rapidement, un avis neurologique ou de médecine de rééducation fonctionnelle est nécessaire, une évaluation EMG sera faite, voire un avis de neurochirurgien, de rachis cervical éventuellement, selon l'importance du phénomène. Si vous vous orientez vers l'épaule, avec les points douloureux au niveau de l'épaule, l'acromion, la douleur bicipitale, etc., faites des tests tendineux, cliniques, complétés par échographie, et surtout faites le C-test, un test bien pratique, qui est destiné également au milieu neurochirurgical pour éliminer rapidement un problème d'épaule. Le C-test est réalisé de la façon suivante, alors j'ai malheureusement pas pensé à mettre une image. Vous placez la main de l'épaule malade sur l'épaule opposée. Donc le bras croise le thorax, le coude est sur le sternum. Il y a des patients atteints de pathologie de l'épaule qui ne peuvent déjà pas mettre la main sur l'épaule contralatérale. C'est déjà une indication. Et le test commence, vous demandez au patient, tout en maintenant la main gauche, par exemple, tout en maintenant la main opposée sur la main malade, du bras malade, j'y arriverai, sur l'épaule opposée, vous demandez une ascension du coude. S'il ne décolle pas son coude du thorax ou à peine, ou inférieur à 30 degrés, on est dans une pathologie d'épaule sans équivoque. S'il grimpe jusqu'au mettre son coude au niveau de son menton, eh bien, on a probablement une pathologie d'épaule. Il faudra confirmer si, en revanche, il va carrément mettre son coude sur le nez ou le front, il n'a pas de pathologie d'épaule. C'est un test très rapide et pertinent. Alors, les tests tendineux, ils sont connus, ils doivent être complétés par une échographie. C'est un accès facile dans un contexte d'urgence différée pour le médecin de ville et d'urgence vraie pour l'urgentiste. Sus-épineux, sous-scapulaire et infra-épineux sont à tester. Pour aller vite, il existe plein d'autres tests qui peuvent tester ces différents tendons, il faut faire simple. L'abduction active contrariée teste le sus-épineux. La rotation interne contrariée teste le sous-scapulaire. Vous mettez le bras dans cette position et vous demandez au patient de mettre la main sur son ventre à lui. S'il n'y arrive pas ou s'il a mal, on est dans une rupture du sous-scapulaire. Il y a d'autres signes, mais celui-là est facile d'autres tests, mais celui-là est facile à réaliser. Le meilleur test, c'est un test facile à réaliser, notamment dans un contexte d'urgence. Ça fait quand même mal. L'infraépineux se teste de la façon inverse. Le bras est dans cette position de rotation externe coude au corps et on demande au patient de pousser la main de l'examinateur ou de résister. En tout cas, il se met en rotation externe et cette rotation externe contrariée n'est pas possible. Le sous-épineux, le rotateur externe, est désinséré. Alors sur le plan anatomique, ça sera précisé par l'échographie que vous avez demandé. La rupture du sous-épineux peut se présenter comme ça, souvent une petite déchirure, notamment après une luxation. Le bras fonctionne. Alors à préciser, c'est très important. Dans toutes ces ruptures tendineuses, on a un épisode, parce que vous pouvez voir arriver en tant que urgentiste ou médecin de ville le patient le jour même de l'accident, ou quelques jours après, voire une semaine. C'est pas rare. L'urgence peut être réelle ou en différé. Si vous voyez en différé, il n'est pas rare que le patient ait décrit une violente douleur, qui soit améliorée au bout de 2-3 jours en bougeant l'épaule, et ils viennent vous voir inquiets, avec une épaule qui fait mal mais qui bouge. Alors surtout en cas de sus-épineux. C'est lié simplement à l'éruption du sang. Ce sang fait très mal. Une fois que le sang se dissipe très rapidement, le patient a moins mal. C'est vrai dans tous les types de lésions de la coiffe. Alors pour le sus-épineux, vous pouvez avoir cette petite lésion du sus-épineux distal. Le sous-scapulaire, généralement, c'est plus important et les patients ont moins mal. Mais c'est très net. Et le tendon s'accompagne souvent d'une luxation du biceps, comme sur l'image, et même d'une atteinte partielle du sus-épineux. Et pour l'infraépineux, il est rare qu'on a un infraépineux tout seul. En général, il y a l'infra et le supraépineux ensemble. Dans tous les cas, avis chirurgical. Savoir que la rupture traumatique de coiffe se répare bien. On a un tendon souvent en bon état. Pas toujours, mais souvent en bon état. Voilà, on a passé en revue la coiffe traumatique. Maintenant, et dans l'ensemble des traumatismes de l'épaule. Maintenant, vous avez toujours votre épaule aiguë, mais on ne retrouve pas de notion traumatique évidente. Qu'elle soit, attention, notion traumatique récente ou on a dit, en différé, quelques jours.
Non, vraiment rien. Le patient dit non, non, pas de traumatisme, j'ai pas grand-chose à signaler, mais j'ai très très mal à l'épaule. Le bilan radiographique est à effectuer comme toujours, il va montrer quelque chose ou il ne montrera rien. S'il montre quelque chose, il va peut-être vous montrer quasiment une seule chose, une magnifique calcification. Là, vous ne poursuivez pas les examens, écho, IRM, non, tout ça, ça ne sert à rien. Vous avez une calcification. Ce qu'il faudra faire, c'est surveiller son évolution. Ou alors, la radio ne vous montre rien, et alors, on a simplement une tendinopathie de coiffe qui débute son histoire, elle est non calcifiante, elle est non traumatique, c'est tout à fait possible. Il faut bien commencer par un début. On peut aussi avoir, second diagnostic possible, un début d'algodystrophie. Là, en revanche, un examen complémentaire par échographie va vous orienter. Si vous avez vraiment la coiffe calcifiante, bon, bah là, la radio n'est pas très jolie, c'est une petite calcification sur une vieille coiffe, mais il y a, généralement, la radio est très évidente. Vous avez une grosse tache qui se situe dans l'espace sous-acromial, qui occupe plus ou moins toute la surface, toute l'épaisseur du tendon du sus-épineux, la plupart du temps. Le patient se présente d'ailleurs avec des douleurs très intenses, de type fracture. Il tient son coude. Il peut avoir extrêmement mal. Il vaut mieux l'immobiliser, donner des corticoïdes, très souvent en termes d'anti-inflammatoires, plus efficaces que les INS ici, et ne pas hésiter à passer des antalgiques de palier 2 à la morphine. Franchement, beaucoup de tendinopathies calcifiantes sont sous-estimées en termes d'intensité douloureuse aux urgences. La sédation rapide sera vite obtenue. En quelques jours, il n'est pas nécessaire de bondir sur une infiltration sous-acromiale, c'est quand même possible, mais ce n'est pas l'attitude la plus fréquente. Ce qu'il faudra faire une fois que les choses se calment, c'est l'évaluation clinique, radiologique. Est-ce que la calcification a été modifiée? Est-ce qu'elle montre des signes de résorption? Ce qui annonce une guérison prochaine. Et généralement, il faut aussi procéder à de la rééducation pour retrouver une bonne mobilité. Si le parcours n'est pas rapide et ne suit pas une évolution favorable, avoir un avis chirurgical en différé est toujours utile, ce n'est jamais une urgence, dans la mesure où une calcification peut être inaugurale. Ça peut être aussi déjà la 50e crise. S'il y a eu de nombreuses crises, si l'évolution se fait sur plus de 6 mois, la vie chirurgicale est vraiment indispensable, puisqu'elle débouchera souvent sur un geste chirurgical pour débarrasser le patient de cette épée de Damoclès qu'est cette calcification menaçante. Mais on n'est pas dans l'urgence de la vie. Deuxième hypothèse, une épaule douloureuse, mais vous ne voyez rien à radio. Eh bien, on a le même problème que l'épaule douloureuse traumatique, avec radio négative, c'est-à-dire elle se vient l'épaule. Il faut donc éliminer une névralgie cervico-brachiale en crise, on l'a déjà vu par les points douloureux des épineuses et l'examen neurologique. Et si ce n'est pas le cas, ben, chercher la pathologie de l'épaule, il faut il faut commencer par l'examen neurologique. La névralgie cervico-brachiale peut être plus sévère que la pathologie de l'épaule elle-même en termes de pronostic. Donc éliminer d'abord le côté neurologique possible de l'atteinte rachidienne. Une fois que vous avez fait votre orientation vers la douleur proprement liée à l'épaule, et que vous avez donc probablement une coiffe non rompue, non calcifiante, qui débute son histoire, ben c'est pareil. Ces tests pour voir si c'est vraiment bien l'épaule, encore une fois, et puis vous passez au test tendineux, à l'échographie, et vous avez votre avis. Alors là aussi, on entreprend, alors là c'est surtout pour la médecine de ville, je pense qu'il est inutile qu'un urgentiste s'encombre sa consultation à commencer un traitement rééducatif, une prise en charge d'une coiffe inaugurale toute simple, avec sa kinésithérapie, son évaluation. En revanche, pour le médecin de ville, oui, il peut très bien débuter cette prise en charge, on va voir, et faire son évaluation. Alors de quoi se compose cette prise en charge? Une coiffe aiguë, d'ailleurs traumatique, non traumatique, ou même traumatique c'est le cas aussi, rompue ou non, pardon, je me suis trompé, pas traumatique, une coiffe aiguë, rompue ou non, d'ailleurs ça se rejoint, eh bien on commence par une immobilisation si c'est douloureux, mais elle sera assez courte, non pas trop stricte, parce qu'on débouche vite sur la raideur. Ce qu'il faut, c'est calmer le patient avec INS et antalgique, ça me paraît indispensable, et assez rapidement prescrire la rééducation. Le test d'évaluation courant, c'est 1 mois à 6 semaines de rééducation bien conduite, travail manuel, retrouver la mobilité de l'épaule, assurer une sédation, lever les contractures périphériques, et le médecin évalue l'épaule au bout d'1 mois à 6 semaines. Si tout va dans le bon sens, on peut poursuivre la kinésithérapie, le patient vous dit tout de suite.
Si c'est le cas contraire, l'avis chirurgical est nécessaire. Mais voilà, l'avis chirurgical non urgent. Dernier point, vous avez une pathologie non traumatique, une épaule aiguë. Manifestement, l'échographie ne trouve rien, il n'y a pas de coiffe, voilà. Eh bien, c'est une algodystrophie qui démarre. C'est tout à fait concevable. Alors, c'est assez sournois. La douleur peut être très violente, elle est un peu différente, et son irradiation est différente. Faut savoir que la pathologie de l'épaule irradie vers le coude très fréquemment, mais ne dépasse pas le niveau du coude. La pathologie aiguë dans une algodystrophie va aller bien au-delà du coude. Elle va aller vers l'avant-bras. Elle pourra faire croire à une névralgie cervico-brachiale, C6. Ou elle peut aller vers les doigts, ou en faire croire même à des névralgies cervico-brachiales étagées, C6 et C7. Et non, en fait, c'est le côté non systématisé, un peu ambigu de ces irradiations douloureuses faites de fourmis, de mains douloureuses, parfois de mains gonflées avec difficulté d'engourdissement des doigts, difficulté à fermer les doigts, là où vous êtes dans l'algodystrophie. C'est une évidence. Le diagnostic est quasiment faisable au téléphone. Alors si la tendance au début d'algodystrophie apparaît, n'attendez pas une place dans une scintigraphie dans 3 mois, c'est inutile. Elle vous le confirmera, mais c'est inutile à ce stade. Il faut soulager. Il faut soulager, INS antalgique quand même, c'est une pathologie inflammatoire. Les anxiolytiques sont généralement très nécessaires. Si la pathologie est intense, il n'est pas rare d'ajouter des recettes issues de la médecine de la douleur que sont l'utilisation de l'aroxyladose filée et éventuellement de la gabapentine pour la journée. Assurer des meilleures nuits est fondamental. Algodystrophie augmentante d'intensité, une nuit après l'autre, et souvent deuxième partie de nuit. Il y a beaucoup d'autres prises en charge de l'algodystrophie. Il y a aussi des gens qui ne prennent rien en charge, ce qui ne me paraît pas une bonne idée. J'ai marqué évaluation chirurgicale. Si c'est un contexte post-opératoire, c'est évident. Si ce n'est pas un contexte opératoire, on devrait dire plutôt évaluation d'un médecin spécialisé dans l'épaule. Pas très juste ce que j'ai marqué. Mais vous vous assurez que ça pris en charge. Il ne faut pas prendre à la légère les algodystrophies en haussant de l'épaule et en disant voilà tout ce qu'on a dit sur les algodystrophies et leur caractère anxieux. L'anxiété est un droit aux soins également. Savoir aussi que les diabétiques et que les patients dystéroïdiens en font plus souvent que les autres. Elle doit être prise en charge, c'est une affaire pénible. On en a terminé avec les épaules douloureuses, que ce soit des fractures, luxations ou des coiffes. On va passer maintenant sur un chapitre beaucoup plus court aux autres traumatismes du membre supérieur, bras ou humérus, donc coude, avant-bras. Alors concernant le bras, les fractures diaphysiaires de l'humérus sont des fractures fréquentes chez les actifs, même que ce soit l'accident de travail, un patient dont la profession est de travailler en hauteur, ou un retraité très actif, les fractures de l'humérus ne sont pas rares. Il faut toujours un avis chirurgical, même si le traitement n'est pas toujours chirurgical, et il est souvent quand même. Le traitement orthopédique peut se faire par un attelle de type Zimmer, pour les contre-indications ou les fractures peu déplacées, mais l'évaluation du nerf radial est une obsession. Dans les fractures à haute énergie, il est souvent important, il doit être opéré et neurolysé durant l'intervention, et dans les fractures peu déplacées, il faut guetter sa récupération spontanée qui bien souvent se produit. Donc, avis chirurgical facile pour la fracture diaphysiaire de l'humérus après l'avoir mis en attelle pour le confort. On peut consulter en cabinet, on n'a pas besoin d'un avis chirurgical sur place aux urgences. Qu'en est-il des fractures du coude? Elles sont d'inégale importance, selon qu'elles touchent par exemple simplement la fracture de l'olecrâne ou de la tête radiale ou des fractures complexes de la palette humérale. Il y en a 5 qu'on va passer en revue, 4 qu'on va passer en revue en termes de fractures, et le cas particulier d'un traumatisme courant au niveau du coude qui est la rupture du tendon du biceps distal. Concernant les fractures de la palette humérale, alors ce sont des fractures ouvertes, l'avis chirurgical est systématique, c'est une fracture grave globalement. Elle doit être mise sous anti-inflammatoire, c'est pratiquement la seule chose qu'on peut faire en urgence, en dehors de l'avis chirurgical. Et là, c'est un peu comme dans d'autres situations classiques, c'est une fracture sévère, c'est comme pour les fractures luxation de la tête humérale, on l'a vu précédemment,
l'urgentiste, quand il reçoit une fracture de ce type-là, il faut quand même qu'il soit, si le SAMU lui annonce, il faut quand même qu'il soit certain de pouvoir disposer d'une équipe chirurgicale disponible. Il ne s'agit pas de faire cette fracture dans 3 jours parce que ça arrange tout le monde. C'est une urgence. Concernant les luxations, alors contrairement à ce qu'on peut croire, elles sont impressionnantes, mais elles ne sont pas accompagnées fréquemment de complications vasculo-nerveuses. En revanche, le problème, c'est l'instabilité après réduction. Vous réduisez souvent facilement cette luxation, parfois même en examinant le coude, elle se remet en place. Il y a différentes formes, posture supérieure, posture inférieure, peu importe. Parfois, on a besoin d'anesthésie générale tout de même, souvent d'une sédation au masque. Globalement, si la réduction manifestement obtenue est stable, flexion-extension, ça bouge bien, immobilisation de 8 jours à 120 degrés, donc pas à 90 degrés du coude, à 120, 130 degrés, pour ne pas plier trop le coude, bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de compression vasculaire, et kinésithérapie indispensable ensuite. Attention, le coude s'enraidit très vite, il est exclu d'immobiliser le coude 45 jours. Dans tous les autres cas d'instabilité, que ce soit en extension ou dans tous les sens, ou s'il y a des lésions osseuses associées, il faut un avis chirurgical. Alors c'est certain que si le coude est instable en extension, une immobilisation de 21 jours, suivie de kinésithérapie, suffira, et on n'opérera pas. Mais l'avis chirurgical est quand même utile. L'urgentiste garde dans son univers unique de consultation uniquement une réduction stable. L'avis chirurgical pour la luxation du coude est indispensable, bien souvent on l'a vu, mais en différé. Pas besoin de voir le chirurgien dans la matinée, mais il est quand même bon d'avoir eu son avis dans les jours qui viennent. Qu'en est-il de la fracture de l'olécrâne? Elle est très fréquente, le choc direct est habituel et très souvent accompagné d'un gros hygroma sanglant, voire d'une fracture ouverte avec un état cutané parfois un peu embêtant, ce qui peut être gênant s'il y a une geste chirurgical à prévoir. Alors, si la peau est d'ailleurs très abîmée, le geste chirurgical, s'il est retenu, peut être effectué un peu en différé le temps que la peau s'améliore. Les fractures non déplacées ne sont pas très fréquentes, elles peuvent être soignées en attelle, non pas à 45 degrés, là je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais plutôt à 120 degrés, justement pas à 45, ou 145 degrés, c'est beaucoup mieux. Donc le coude un peu ouvert, et 5 semaines. Alors ça s'en dira un peu, mais il faut quand même qu'on obtienne une consolidation osseuse, parce que la traction exercée par le triceps lors de la flexion est quand même très importante. Dans tous les autres cas, il faut opérer, et quand même assez rapidement. Qu'en est-il des fractures de la tête radiale? Alors la première chose qu'on a envie de dire, c'est qu'elles sont souvent peu importantes en termes lésionnels et qu'elles vont très rapidement s'enraidir si vous les mobilisez. La fracture de la tête radiale doit, autant que faire se peut, être mobilisée précocement. Les lésions simples, petite fracture parcellaire, une fracture dans le col et à peine déplacée, écharpantagique de quelques jours, mobilisation ensuite. La durée maximum de cette immobilisation lâche, même lâche, ne doit pas excéder 10 jours. La raideur va être importante. Il y a trop de lésions iatrogènes, un type de raideur du coude après fracture. Il y en a qui font des véritables capsulites sur des toutes petites fractures de tête radiale et on met des mois, voire plus d'une année à les récupérer. C'est vraiment, le coude ne demande qu'à s'enraidir. Si la situation paraît complexe ou un peu hasardeuse, l'avis chirurgical est de règle. Et si vous, tant qu'urgentiste ou médecin de ville, vous ne voulez pas vous embêter à prendre une décision sur une fracture de la tête radiale qui paraît simple, eh bien, prenez un avis chirurgical, sachant que la chirurgie, quand elle est nécessaire et qu'elle est tardive, donne de mauvais résultats. Dernier point concernant le coude, les lésions du tendon du biceps distal. L'anamnèse est généralement évocatrice. Le patient a soulevé une charge très lourde, généralement c'est des patients costauds, très lourde, ou à pire, retenu une charge qui chutait avec ses bras. Vive douleur au coude, le diagnostic clinique est facile, vous avez une remontée du corps musculaire du corps du biceps, et l'absence de descente en pronation. On peut bien entendu confirmer ça par échographie, voire même IRM, mais il ne faut pas perdre de temps. Si la rupture est partielle, il n'y a pas de chirurgie. Si la rupture est complète, en général, on propose une réparation. Bon, je dis en général parce que le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances, mais il faut essayer de réparer,
parce que l'absence de geste chirurgical engendre 30% de perte de force en flexion du coude, à l'opposé de la rupture du tendon du biceps proximal, que je n'ai pas traité ici, qui rentre dans le contexte des ruptures de la coiffe, qui n'est jamais chirurgical quand il est isolé, et qui engendre une perte de force minime. On arrive à la fin, la fracture des deux os de l'avant-bras, vous pouvez avoir une fracture des deux os eux-mêmes, ou d'un seul des deux os. La fracture des deux os de l'avant-bras, radius et cubitus, est toujours chirurgicale et il faut l'opérer rapidement. La fracture, attention, beaucoup plus sournoise, c'est la fracture d'un des deux os de l'avant-bras. Le système lésionnel va intéresser un des deux os, mais très fréquemment des structures ligamentaires sur l'autre axe. Alors c'est sournois parce qu'on croit souvent que c'est isolé. Il est vrai que vous avez une fracture isolée du cubitus, c'est tout à fait possible dans un choc direct, un coup, ça, c'est plus fréquent chez l'enfant, mais c'est tout à fait possible chez l'adulte. Bon, on peut être amené à le traiter par plâtre, on peut être amené à l'opérer, mais c'est souvent, et il faut le rechercher, un système Monteggia, c'est-à-dire vous avez fracture du cubitus et un traumatisme ligamentaire sur sous la forme, pour le cubitus, d'une entorse ou d'une subluxation ou d'un épisode de subluxation autoréduite de la tête radiale. Si vous avez une douleur au niveau de la région de la tête radiale très très vive associée à une fracture du cubitus, vous êtes dans le système Monteggia, c'est instable, il faudra opérer le cubitus. La lésion ligamentaire du radius va donc récupérer d'elle-même. Inversement, vous pouvez avoir une fracture du radius exceptionnellement isolée et qui s'associe à une entorse ulnocarpienne. Vive douleur de la région ulnocarpienne va vous orienter vers là, et généralement l'ostéosynthèse, donc il faut opérer, du radius seul va suffire, encore qu'une suture et un abord chirurgical direct de l'ulnocarpienne n'est pas exceptionnel. Donc, attention, les fractures des deux os de l'avant-bras ou les fractures d'un seul des deux os de l'avant-bras doivent bénéficier d'un avis chirurgical, avec très souvent à la clé une intervention assez rapide. Voilà, on aura passé en revue ici, au terme de cet exposé, l'ensemble des problèmes diagnostiques de l'épaule douloureuse aiguë et des traumatismes du membre supérieur, poignet-main exclus. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé, j'espère qu'il a été productif pour vous, instructif pour vous, et à bientôt.